Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite s'intéresse à la matière. Selon lui, elle est faite d'une brique élémentaire, l'atome, et de vide. Malheureusement, sa théorie se perd pendant plusieurs siècles. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l'idée d'un découpage de la matière en briques élémentaires soit reprise, mais sans parler d'atomes. Durant cette période, des savants européens étudient les gaz comme la vapeur d'eau. Ils constatent que la matière qui les constitue peut être décomposée en éléments comme l'hydrogène et l'oxygène. Ils vont alors les étudier et les classer. La chimie est née. Mais ce n'est qu'au début des années 1800 que le terme atome ressurgit. Le chimiste John Dalton avance que la matière est faite de petites billes dures, les atomes, et que les réactions chimiques sont des assemblages de ces atomes. Les scientifiques restent sceptiques jusqu'à ce que des chimistes différencient molécules et atomes dans les années 1860. Ces travaux aboutissent finalement à l'élaboration du tableau périodique des éléments imaginé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869. Et si l'atome était comparable à un gâteau au raisin ? Après la découverte de l'électron en 1897, le physicien Joseph John Thomson suppose que les atomes sont comme une pâte chargée positivement qui emprisonne des grains négatifs, les électrons. Il baptise ce modèle Plum Pudding, du nom d'un dessert de son pays d'origine, l'Angleterre. Cette conception de l'atome n'était pas bonne et sera remise en cause plus tard par Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais. Celui-ci se lance dans l'étude de la radioactivité récemment découverte. Il identifie alors des particules émises par les atomes tels que les rayons alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. En étudiant en 1909 des atomes bombardés par ces rayons, il découvre que l'atome possède un noyau en son centre et que ce noyau baigne dans le vide. 10 ans plus tard, grâce à une nouvelle expérience, Ernest Rutherford découvre que le noyau est composé de particules plus petites qu'il baptisera protons. La découverte du noyau ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour les physiciens. C'est le début de la physique nucléaire qui s'attache désormais à décrire la structure de l'atome, le comportement de ses particules et les phénomènes physiques qui se déroulent dans le noyau. Ainsi, après sa découverte de 1909, Ernest Rutherford pense qu'un atome est constitué d'un noyau en son centre et d'électrons lui tournant autour. On cherche aussi à comprendre un phénomène connu depuis le 19e siècle, l'émission de lumière par les atomes. En 1913, Niels Bohr, en s'aidant de travaux de Max Planck sur les rayonnements électromagnétiques, montre que pour l'atome d'hydrogène, les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites particulières. Pour les autres atomes, la réponse est plus complexe et viendra des physiciens quantiques qui étudient le comportement des particules. Parallèlement aux découvertes sur l'atome, les astronomes étudient les astres, et cela depuis l'Antiquité, mais sans savoir ce qui les constitue. Vers la moitié du 19e siècle, on peut enfin analyser leur composition, leur température et leur formation. L'astrophysique fait ses premiers pas. Deux scientifiques allemands, Robert Bunsen et Gustav Kirchhoff, déterminent en 1859 que la combustion de certains éléments chimiques produit un gaz particulier qui génère des couleurs. Celles-ci sont ordonnées selon une série de bandes qui caractérisent l'élément de façon unique, comme des empreintes digitales. Ce sont les spectres de Ray. Ils s'aperçoivent vite que cette découverte est un outil précis aux multiples applications, telles que trouver de nouveaux éléments ou connaître la constitution du Soleil à distance. Par exemple, le physicien danois Bent Strömgren s'appuie sur ce genre de mesures pour en déduire la quantité d'hydrogène dans le Soleil au cours des années 1930. Des travaux sur la composition des étoiles suivront après la guerre, dans les années 50. Au début du XXe siècle, les physiciens s'intéressent aussi à l'origine de l'univers. Albert Einstein suppose que l'univers est statique.
alors qu'Alexander Friedman le pense en expansion. À partir de là, le Belge Georges Lemaître suppose en 1927 que toute la matière se concentrait à l'origine dans un très petit volume. C'est l'hypothèse de l'atome primitif. La matière se serait ensuite étendue dans tout l'univers en une gigantesque expansion que le physicien Fred Hoyle baptisera Big Bang. Cette théorie est d'abord très controversée. Seuls quelques-uns y croient, comme Georges Gamow, qui publie un article en 1948 sur la formation des éléments. À la fin des années 1920, l'astronome Edwin Hubble confirme l'expansion en montrant que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'hypothèse du Big Bang reviendra en force après 1964. On découvre en effet un rayonnement considéré comme un écho des débuts de l'expansion, le fond diffus cosmologique. Depuis, la recherche s'appuie sur le modèle du Big Bang pour comprendre la formation de l'univers. Après la Seconde Guerre mondiale, les programmes nucléaires se développent en même temps que les armes nucléaires. Les expériences dans les accélérateurs de particules se multiplient et les découvertes de nouvelles particules aussi. Dans les années 1970, elles vont aboutir à une théorie qui décrit l'ensemble des particules élémentaires constituant la matière, comme les quarks ou les électrons, ainsi que leur interaction. On appelle cette théorie le modèle standard des particules. Cependant, la matière décrite ne constitue que 5% de l'univers. Il reste encore plus de 95% de l'univers que ce modèle n'explique pas, tel que la matière noire. Pour tâcher d'en apprendre plus sur les constituants de l'univers, des télescopes sont donc envoyés dans l'espace. Ils servent à enquêter et à en apprendre plus sur la naissance des étoiles, la formation des galaxies ou encore les débuts du Big Bang. Ce seront les missions du télescope spatial James Webb qui sera lancé en 2018 pour remplacer le télescope Hubble lancé en avril 1990.